Kadhafi, toujours intransigeant, notre reportage sur l'armée française en Centrafrique. Navigation, ouverture du salon demain, les gros bateaux se vendent, les petits moins bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le processus qui devrait entraîner la libération des otages américains en Iran avance à pas de géant. Nous avons beaucoup trop souvent employé les expressions de tournant, de journée décisive ou d'accord capital pour ne pas manifester quelque scepticisme sur toutes les informations qui nous proviennent de Téhéran, de Washington ou d'Alger, mais cette fois, trop de signes convergent. Tout d'abord, et c'est l'essentiel, les deux parties ont fait savoir qu'elles s'étaient mises d'accord sur presque l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire la somme de tout ce que beaucoup ont appelé une rançon à verser à Téhéran. Et puis tout s'est accéléré à ce moment-là. Un appareil de l'armée de l'air américaine est arrivé à Alger. Jimmy Carter a réuni des banquiers américains pour parler bien sûr des avoirs gelés de l'Iran. Il a réuni également le Conseil national de sécurité. Bref, tout semble prêt pour le grand jour. Gérard Sebag. Monsieur Warren Christopher, le négociateur américain à Alger, a multiplié ces dernières heures ses rencontres avec les Algériens. Ce matin, il était au ministère des Affaires étrangères, sans doute pour apporter les dernières réponses. Mais de sa part, c'est toujours le mutisme total. On assiste à l'ambassade des États-Unis à Alger un extraordinaire ballet de portières, spécialistes de toutes sortes, arrivés en droite ligne de Washington avec de grosses valises bien mystérieuses. Une activité fiévreuse du côté américain qui rend déconcertant le dernier commentaire du porte-parole du gouvernement iranien qui qualifie ce soir d'insouciante l'attitude américaine pour arriver à un accord final. Des dizaines de journalistes attendent. Les grandes chaînes de télévision américaines diffuseront d'ailleurs en direct ce moment tant attendu. Les Américains ont mis au point un énorme dispositif à l'échelle internationale. D'Alger, en principe, les otages libérés seront acheminés vers l'hôpital militaire de Wiesbaden en Allemagne, où ils seront pris en charge par des médecins, notamment des psychiatres. Une organisation minutieuse, les 52 lits sont même déjà prêts. Oui, les Américains, eux aussi, ont été très souvent échaudés par les multiples péripéties de cette affaire, mais cette fois, bien que prudent, l'optimisme est évident. Nous retrouvons à Washington Jacques Segui. Il est vrai que l'accord semble proche et il est vrai que l'émotion est très forte ici. Cette émotion qu'il faut savoir contrôler, a dit ce matin le vice-président Walter Mondale, afin d'éviter d'énormes déceptions. Enfin, il est donc vrai que la crise va se terminer et que Jimmy Carter va très certainement obtenir la plus amère de ses récompenses, la libération de tous les otages vivants au moment où il est en train de faire ses valises pour retourner à Plains. Mais malgré tous ces signes d'espoir, le dernier point n'est pas réglé. Le transfert des avoirs est très compliqué, car il ne s'agit pas de mauvaise volonté américaine, comme le prétend Téhéran, il ne s'agit pas de négligence américaine, mais tout simplement de procédure. On sait que les 7 à 10 milliards de dollars ne seront pas transférés dès ce soir à Alger. Cela représente des dizaines de tonnes à transporter en moins de 24 heures. En ce moment, une quarantaine de représentants des différentes banques américaines est au département d'État et en liaison permanente avec Alger pour résoudre la dernière difficulté de cette négociation, qui n'est pas la restitution des avoirs iraniens, mais surtout le rétablissement de relations financières normales entre Téhéran et Washington, avec deux nécessités. Le retour des biens du Shah à Téhéran et le retour aux États-Unis de tous les otages vivants. Oui, Jacques Segui, qui a également pu rencontrer Richard Allen, qui est le principal conseiller de politique étrangère de Ronald Reagan. Toutes choses égales par ailleurs, il est à Reagan ce que Brzezinski était à Carter. Il lui parle. Governor Reagan, the president-elect, has indicated that President is president until January 20th. Obviously, agreements into which the United States would enter are of a continuous nature, since our policy operates in a continuum. While I am not speaking for the President-elect, I would say that if an agreement has been concluded which involves the release of the hostages, then I would suspect that under the terms and conditions of customary law and precedent, that a new administration would obviously complete the arrangements as committed by a previous government. But this morning, are you very confident with the last news you received, maybe in a briefing this morning?
I'm not able to tell you whether I'm confident or I lack confidence. We are being informed in a very courteous and efficient manner by the Carter administration, by Secretary of State Muskie, and we are well briefed. We know from moment to moment what is happening, and we appreciate the opportunity to be so briefed. We do not contribute in any way to the discussions because to do so would be to violate the President-elect's own mandate that President Carter will have full control of this matter and all other matters of foreign policy until noon on January 20th. Oui, il est un 53e otage dont on parle beaucoup ce soir encore, mais celui-là a été libéré, vous le savez, il s'agit du juge D'Urso. Pensez bien que les policiers italiens n'ont pas perdu une minute pour essayer de localiser ses ravisseurs. Ils ont arrêté un suspect cette nuit et Philippe Arroy a vécu à Rome l'enquête avec les policiers. Nous sommes ici au QG, au quartier général de la police de Rome, pour Rome et toute la région, et c'est d'ici qu'a été déclenchée la vaste opération de police hier, après la libération du juge D'Urso. Et cette opération a déjà commencé à porter ses fruits. Cet homme, Giulio Cacciotti, a été arrêté. On a retrouvé chez lui l'original du communiqué numéro 3 diffusé par les Brigades Rouges après l'enlèvement de D'Urso. Cacciotti a 25 ans, c'est un ancien étudiant, aujourd'hui chômeur. Il a été interpellé samedi dernier, mais la police avait gardé le silence. D'autre part, 6 mandats d'arrêt ont été délivrés contre 3 hommes et 3 femmes. Ils sont soupçonnés d'avoir participé aussi à l'assassinat du général des Carabiniers, Galvaligi. Pour mener son enquête, la police possède les renseignements fournis hier par le juge D'Urso. La maison où il était détenu, pense-t-on, se trouve à 50 km au nord de Rome, non loin d'une autoroute et d'une petite ville. Giovanni D'Urso a précisé encore que pendant sa détention, il était installé dans une cabane en bois, elle-même dressée dans une vaste pièce. Il avait les mains liées, les yeux bandés et un casque sur les oreilles qui diffusait de la musique. La police recherche l'homme qui interrogeait D'Urso pendant sa captivité. Un homme cultivé qui connaissait très bien les activités du magistrat et le fonctionnement du ministère de la Justice. D'Urso a encore dit qu'il n'avait jamais été maltraité physiquement, ni drogué, et qu'il avait mangé à sa faim. Aujourd'hui, à Rome, on respire. Mais on se pose encore beaucoup de questions, dont celle-ci. Et si le magistrat avait fourni trop d'indications à ses ravisseurs, pouvant permettre d'autres enlèvements? Le juge a répondu à l'avance. Lorsque le brigadiste m'interrogeait, a-t-il dit, j'avais l'impression qu'il connaissait déjà la réponse. Et l'affaire a également une dimension politique et la politique de fermeté du gouvernement a obtenu aujourd'hui une large approbation à la Chambre des députés. On peut considérer que le cabinet Forlani sort renforcé de cette épreuve. Le gouvernement italien vient d'obtenir la confiance au Parlement sur le problème du terrorisme et sur l'affaire D'Urso par 353 voix contre 243. Eh bien, nous venons d'assister à un faux vote et à un faux débat. Tout le monde savait que ce gouvernement qui s'est montré si hésitant, si désarmé dans l'affaire D'Urso obtiendrait la confiance. Et cela pour une raison bien simple. Une crise politique actuellement, cela reviendrait à admettre qu'elle a été provoquée par les Brigades Rouges. Alors on a entendu le président du Conseil, Arnaldo Forlani, expliquer que le gouvernement avait fait preuve de fermeté, ce qui sera vivement contesté par les communistes. La fermeture de la prison de l'Asinara, c'était prévu depuis longtemps, même si les Brigades Rouges l'ont exigé après avoir enlevé le juge D'Urso. Surtout, évitons les polémiques, les divisions et les manœuvres politiques. On a entendu le secrétaire général du Parti socialiste, Bettino Craxi. Notre journal L'Avanti a publié les communiqués des détenus de Palmi et de Trani, comme le demandaient les Brigades Rouges. Eh bien, cette humiliation, c'était le prix qu'il fallait payer, non pas aux terroristes, mais pour sauver la vie du juge D'Urso. Quant au gouvernement, il a été très bien. Nous continuerons de le soutenir. Seuls les communistes d'Enrico Berlinguer ont attaqué le gouvernement. Il y a eu un manque d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme. On a voulu cacher à l'opinion publique le fait qu'on a pactisé avec les terroristes. Le gouvernement a été indécis et mesquin. Voilà où on en est. Qui sait si l'affaire D'Urso aura au moins servi de leçon au gouvernement et à la classe politique. C'est donc une capitale en pleine ébullition qu'a découverte depuis 2 jours le tranquille Lech Walesa qui promène son regard un petit peu narquois sur la société occidentale. Il est toujours à Rome, vous le voyez ici, il rencontrait les syndicats italiens au lendemain de son entrevue avec Jean-Paul II, une entrevue qui n'a toujours pas été commentée à Moscou ou à Varsovie. Hier pourtant, le pape avait dit « La Pologne doit jouir pleinement de ses droits ».
Lech Walesa a décidé de ne pas abréger son voyage en Italie. Et pourtant, la situation est toujours aussi délicate en Pologne. Des grèves d'avertissement ou de protestation se multiplient. Nous sommes ici dans un syndicat Solidarité. Et le pouvoir semble durcir son attitude à l'égard du syndicat Solidarité. Vous voyez ici le Premier ministre qui ne mâche pas ses mots. Au centre du débat, toujours la question des samedis libres et les grèves dans les transports publics à Varsovie. Salvador, toujours la guérilla. On chiffre maintenant à près de 1000 morts en une semaine le bilan des combats de ce que les guerrilleros appellent l'offensive finale. Un photographe de presse français, Olivier Rebaud, a été blessé d'une balle reçue dans le dos, mais nous n'avons pas plus de détails sur son état de santé. Autre violence en Irlande, un attentat contre Bernadette Devlin et son mari. Ils sont tous les deux dans un état grave. 3 hommes s'étaient introduits dans le cottage de celle qui fut la passionnariat des catholiques farouches et qui fut ensuite députée au Parlement. Vous la revoyez ici sur ces images qui datent déjà. Les 3 hommes étaient armés de pistolets et d'un revolver. Bernadette Devlin aurait été atteinte de 7 balles, mais ses jours ne sont pas en danger. Enfin, aux Philippines, levée demain de la loi martiale qui était en vigueur dans le pays depuis 8 ans. Tchad, une curieuse déclaration du président centrafricain David Dacko. Pas question, a-t-il dit ce matin à l'issue du Conseil des ministres, d'utiliser mon pays, la République centrafricaine donc, pour servir de base à une intervention militaire française au Tchad. Eh bien, nous sommes en mesure, grâce à François Cornet, de vous montrer ce qu'est la fameuse implantation militaire à Bangui. Vous savez qu'elle vient d'être renforcée depuis quelques jours par Paris. Peut-elle à tout moment réagir? Et au-delà de quelles limites? Voici l'enquête de nos reporters. Le brigadier donc nous décrira le champ de tir et on contactera l'OGT pour... Chaque matin, dans un petit hangar de l'aéroport de Bangui, ces 4 pilotes de chasse des forces d'intervention préparent la mission de l'escadron qui renforce, depuis une semaine, le dispositif militaire de la France en Centrafrique. Mission des Jaguars, surveillance de l'espace aérien centrafricain, patrouille de reconnaissance au nord du pays et plus particulièrement à la frontière du Tchad. Avions d'appui tactique, ces appareils sont arrivés en République centrafricaine avec leur armement complet. Ils sont en alerte permanente à Bangui et prêts à intervenir à n'importe quel moment au Tchad ou ailleurs. Dans le nord du Centrafrique, à 150 km de la frontière du sud tchadien, ces jaguars s'entraînent de façon intensive au tir au canon ou à la roquette sur des carcasses de chars. Deuxième point fort des renforts français, la base de Bouar, au nord-ouest du Centrafrique, à moins de 200 km de la frontière tchadienne. Ici, la France a doublé les effectifs de sa garnison pour la porter à 800 hommes. Un état-major de commandement et 2 compagnies du 3e régiment d'infanterie de marine basées à Vannes, dans le Morbihan, ont débarqué sur cette base au lendemain de la décision présidentielle de renforcer le dispositif militaire de la France en Centrafrique. Cette colonne du 3e RIMA patrouillera pendant une quinzaine de jours. Le but est de montrer les moyens dont disposent la France et la Centrafrique pour contrer un éventuel projet expansionniste des Libyens en Afrique. Les militaires français sont prêts à la riposte ou à l'intervention. C'est leur métier et leur mission. Ils attendent les ordres. On est prêt à intervenir partout, puisque notre mission c'est d'intervenir. Ça serait malheureux qu'un boulanger à qui on dise de faire du pain ne soit pas capable de le faire. Nous, on est spécialistes de l'intervention, donc on doit être capable d'intervenir. Engagement militaire de la France au Tchad, l'hypothèse est peu probable pour l'instant. Les choses, cependant, peuvent évoluer très vite. Les militaires français, pour leur part, sont prêts à combattre. Le temps, la diplomatie et les événements leur éviteront sans aucun doute l'affrontement que la France, pour sa part, ne semble pas souhaiter. Un reportage donc signé d'Alain Saint et de François Cornet.
En France, un conseil des ministres extraordinaire ce matin à Rambouillet. Il s'agissait un peu de faire les comptes, de voir ce qui avait été entrepris et réalisé. 16 mesures examinées. Le conseil a surtout approuvé un projet de loi relatif à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, un projet de Nicole Pasquier. Il faut savoir aussi que l'État versera plus de 6 milliards de francs aux communes pour le remboursement de la TVA. Et puis pour la protection du littoral, 150 millions de francs seront consacrés à l'assainissement des côtes dans l'Ouest et en Provence-Côte d'Azur. Il y aura un autre conseil extraordinaire. Peut-être le chef de l'État avait-il pris connaissance de sa cote dans François. Aujourd'hui, jamais elle n'a été aussi basse. 3 points de moins depuis le mois dernier. 37% des personnes interrogées se disent satisfaites par lui. 47% sont plutôt mécontentes. Raymond Barre, lui, ne bouge pas, mais il est encore plus bas. Un nouveau PDG pour Hachette, Jean-Luc Lagardère, 52 ans, prend la place de Jacques Marchandise et Yves Sabouret, celle de Gérard Worms. Les deux hommes étaient déjà respectivement numéro 1 et numéro 2 de Matra. Je parle là bien sûr de messieurs Lagardère et Sabouret. Matra qui, vous le savez, a racheté Hachette. Messieurs Marchandise et Worms restent dans le groupe. Enseignement, on connaît maintenant les résultats d'une grande enquête interne au ministère sur l'orientation scolaire. C'est un conseiller d'État, Bernard Jouvin, qui a analysé les mécanismes d'orientation. Il voit des faiblesses dans un système qui oblige l'élève à choisir essentiellement en fin de troisième. Alors afin de permettre à chacun de se placer dans la voie où il aura le plus de succès, les programmes de seconde seront réorganisés. Enquête Lorraine Cluzin. Je trouve que l'orientation se fait trop tôt parce que c'est plutôt les parents qui choisissent et généralement ils choisissent C. Parce que c'est plus en rapport avec ce que fait le monde actuellement. Tout est physique, donc on choisissait comme ça sans réfléchir. Et en fin de seconde, qu'est-ce que ça va apporter? Eh bien, en fin de seconde, je trouve que ce serait déjà mieux. Les élèves auraient plus de maturité et ils choisiraient plus par eux-mêmes. L'année dernière, l'orientation s'est faite trop tôt. J'avais pas vraiment envie tout de suite de me limiter à une section C ou A ou une autre. J'avais envie de garder le plus de choix possible. Bientôt, les élèves de seconde ne pourront plus faire ces constats un peu amers. Les jeunes gens qui rentreront en troisième en septembre 81 n'auront plus à choisir en juin entre la seconde A, B ou C. Seule subsiste en fin de troisième l'orientation entre lycée d'enseignement professionnel et lycée d'enseignement général. Dans ceci, la seconde sera une classe de détermination. Programme presque identique pour tous avec un tronc commun de matières scientifiques et littéraires. Une bonne approche de toutes les disciplines. Ce n'est qu'en fin de seconde qu'on se spécialisera vraiment. Bref, il s'agit d'un processus progressif d'orientation de l'élève et qui répond à deux objectifs. D'une part, permettre aux jeunes de ne choisir leur avenir, de n'engager leur avenir de manière irréversible qu'au moment où cela est nécessaire et en toute connaissance de cause. Et deuxièmement, nous voulons également rééquilibrer le rôle des diverses sections qui sont offertes à l'heure actuelle aux lycéens. Le but, évidemment, est de mettre fin à l'élimination et la sélection par les maths. La filière C ne doit plus conditionner le système éducatif. Sans abaisser le niveau des matheux, on va revaloriser celui des littéraires. Le ministère voudrait créer un bac lettres-maths, un peu le bac A' d'il y a 20 ans et plus. La section ainsi restructurée aura des débouchés, estime-t-on, notamment dans le domaine de l'échange et de la communication. La grève de la SNCF, des perturbations des dimanches, mais c'est surtout lundi qu'il faut s'attendre à ne voir rouler qu'un train sur deux. Les suites de l'incendie de La Hague, les opérations de retraitement des déchets nucléaires ont été arrêtées pendant 24 heures et certains antinucléaires de la coordination dénoncent la contamination progressive des produits agricoles. Demain, l'ouverture du 20e salon de la navigation de plaisance. C'est un salon qui se tiendra comme d'habitude à la Défense, à Paris, près de Paris, et jusqu'au 26 janvier. Henri Gallet a voulu s'intéresser à l'aspect économique du phénomène. Il faut savoir en effet que pour certains constructeurs, la plupart même, c'est 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé durant la période du salon. Mais 81 s'annonce difficile. À 18 nœuds au ras des vagues, le Prao de Jean-Marie Vidal. Une bête de course pour les futurs transats à ne pas mettre dans toutes les mains. Le plaisancier moyen, lui, se contente de la navigation côtière sur des bateaux qui pardonnent beaucoup. Des voiliers construits en plastique pour la quasi-totalité des petites embarcations vendues. Au hit-parade des industries nautiques, la France se taille la part du lion en Europe. Même aux États-Unis, il n'existe pas de chantier aussi important que chez nous.
Moins de 6 mètres, parce qu'il ne vous attirera pas une taxe supplémentaire sur le train de vie, 32 000 francs environ, c'est avec ce type de bateau que se fait généralement la première approche de la mer. En 1950, 20 000 bateaux étaient immatriculés en France. En 1980, 500 000. Essor prodigieux pour cette industrie. Toutefois, la plupart des chantiers éprouvent aujourd'hui des difficultés. Les stocks sont importants, seuls les gros bateaux continuent à bien se vendre, au-dessus de 800 000 francs. Si l'envie de naviguer n'est pas près de s'éteindre chez les amoureux du grand large, pour de nombreux constructeurs, 81 sera le salon de la dernière chance. Car c'est là le paradoxe de la construction en plastique. Les bateaux vieillissent bien et en période de crise, les acheteurs hésitent à passer au mètre supplémentaire, ce qui ne fait pas aujourd'hui l'affaire des industriels du nautisme. Ce genre de bateau vieillit parfaitement bien. S'il est juste un petit peu nettoyé chaque année, dans 10 ans, vous retrouvez le bateau dans le même état. Dans la mesure où il est construit uniquement avec des matériaux nobles, comme le polyester, l'aluminium anodisé ou l'inox, le vieillissement est très faible. Est-ce que ces bateaux, à l'occasion, perdent beaucoup de leur valeur? Jusqu'ici, on peut dire qu'en général, on revend le bateau le prix où on l'a acheté. Donc dans 10 ans, on peut penser qu'on revendra ce bateau-là le prix qu'il vaut aujourd'hui. Sous les remparts d'Aigues-Mortes, le chantier des frères Stirvant. De leurs mains, ils construisent des bateaux en bois. Les acheteurs existent, ils sont peu nombreux, mais ils sont prêts à payer très cher le bateau cousu main. Nous sommes nés dans les bateaux en bois et nous continuerons les bateaux en bois, tant que nous aurons des commandes. Alors justement, vous avez encore des commandes, vous n'êtes pas une espèce en voie de disparition? Et non, on espère que non. On espère que non. Parce que quand même, il y en a encore des commandes, la preuve, vous l'avez. Pas dit. Nous en avons quand même encore un de commandé pour 1982. Ouais. Vous en faites combien chaque année? 3 gros, 3 Caroles et 4 Tahiti. Entre la grosse entreprise industrielle, 2 ou 3 chantiers en France et les frères Stirvant, l'année 81 sera difficile pour les constructeurs de taille moyenne. Au salon de la navigation, l'acheteur, lui, aura bien du mal à faire son choix. En plus de l'achat, il ne faut jamais oublier les frais annexes. Tous les bateaux ne sont pas transportables comme ce petit voilier, ce qui permet de faire l'économie des frais de port. Ce problème des places à quai constitue aussi un frein à l'expansion des industries nautiques. Il y a plus de candidats que de places disponibles dans les ports. Cela dit, la façon la plus rationnelle d'utiliser un bateau, c'est encore de larguer les amarres. Oui, c'est au salon que vous pourrez voir le bateau de Tabarly que vous avez vu transporté par hélicoptère. Hier soir, dans le journal, je vous disais qu'il s'agissait d'un nouveau bateau. Pas du tout. C'est bien l'ancien, celui qui a traversé l'Atlantique en établissant un nouveau record. Eddy Merckx, inculpé de fraude fiscale, l'ancien champion cycliste s'était reconverti il y a 1 an dans la production des vélos de course. Du côté des voitures, maintenant, la nouvelle Ligier Talbot a fait aujourd'hui ses premiers essais. Vous ne pourrez pas la voir ici courir, mais en attendant, je vous laisse apprécier cette voiture 100% française. Vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc, de bleu et de rouge. Du côté du rugby, eh bien, début demain du tournoi des 5 nations avec 2 matchs. Galles-Angleterre, qui constitue déjà, disent les spécialistes, la finale avant la lettre. Et puis France-Écosse, dont le vaincu, disent les mêmes spécialistes, pas très encourageant, risque de ramasser la cuillère de bois. L'équipe de France comptera 2 nouveaux joueurs. Le demi de mêlée Pierre Berbizier, que nous vous avons présenté lors d'Antenne de Midi. Et puis le deuxième de ligne, Daniel Revalier, un colosse. Eh bien, depuis que je l'ai été retenu, je dors aussi bien qu'avant. Et oui, il faut plus qu'une sélection, même si c'est la première, pour émouvoir Daniel Revalier, ses 108 kilos et ses 188 cm. Cette sérénité apparente, Daniel la doit sans doute à ses 32 ans. À un âge où certains prennent leur retraite sportive, Daniel, lui, se sent en pleine forme, sans doute parce qu'il est relativement jeune dans le rugby. Le rugby, il l'a découvert à l'âge de 20 ans, presque par hasard. Il faisait alors son service militaire au bataillon de Joinville, dans la section athlétisme. À l'époque, Daniel était un espoir au lancer du marteau. Au bataillon, il rencontre Papa Ramborde et découvre le rugby. Il joue 1 an à Rabastens, passe 9 ans à Gaillac, avant d'émigrer à Groyer. Il y a 2 ans, une entorse aux vertèbres cervicales le laisse à moitié paralysé. Là encore, il en faut plus pour l'abattre. Aujourd'hui, il est en équipe de France, une équipe de France dont il a souvent rêvé, tout en la redoutant.
À dire vrai, les premiers matchs que j'ai vus en équipe de France, c'était dans les années 70. Les tournois du Stade Nation, je me demandais si un jour j'y étais, au départ ça me faisait peur. Je craignais. En fait, maintenant, bon, on y est, mais on y sera. Qu'est-ce que vous craigniez dans ce tournoi des Stade Nation? C'était le contact, le rythme de jeu. Il me semblait que c'était presque des surhommes qui opéraient à ce niveau-là, quoi. Mais vous l'espériez, cette sélection? L'an passé, les sélectionneurs vous trouvaient trop vieux. Et peut-être que j'ai rajeuni entre-temps. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Disons quand même, je bénéficie d'un entraînement peut-être beaucoup plus dosé, et ensuite je cours quand même le lundi pour effacer les fatigues des matchs. Vous savez pourquoi on vous a pris en équipe de France? Pour prendre des coups, pour vous jeter sur les ballons, bref, pour vous sacrifier. Prendre des coups, peut-être pas, bon, parce que pour me sacrifier, certainement, prendre des coups, peut-être pas, non. Mais vous êtes maso à ce point? Maso, il y en avait un, il jouait très bien au rugby, et il était loin de prendre des coups, celui-là. C'est une allusion à Joe Mazo qui fut 3/4 centre. Tennis, eh bien 4 qualifiés pour les demi-finales des Masters, Borg, Mayer, Connors et Lendl. Une surprise, l'élimination de McEnroe, battu une première fois par Gene Mayer et battu à nouveau par Borg. Un Borg qui a surpris. 2h48 pour 3-7, une victoire longue à se dessiner pour Borg. Un premier set sans histoire, gagné 6-3, et puis une fin de second set fertile en incident. McEnroe et Borg sont à égalité 6-6, c'est le tie-break. Une balle annoncée bonne par le juge de ligne est déjugée par l'arbitre. Réaction immédiate de Borg qui conteste la validité du point accordé et refuse de reprendre le jeu. Conséquence, 2 points de pénalité pour Borg dans ce tie-break et un deuxième set remporté par McEnroe 7-6. Au Madison Square Garden de New York, les juges de ligne ont eu raison de l'imperturbable calme du Suédois. Revenus sur le terrain, les deux hommes reprennent la lutte de plus belle. McEnroe obligeant Borg à un nouveau tie-break au 3e set. Cette fois, c'est Borg qui s'impose, oubliant du même coup sa défaite de Flushing Meadows. Une victoire due à sa régularité, mais aussi à certaines maladresses de McEnroe. C'était la 4e rencontre de la saison entre les deux joueurs, la 3e victoire de Borg. Oui, vous verrez un petit peu de Masters demain soir sur Antenne 2, un grand boom. Le tiercé, eh bien les pronostics de Pierre Bresse pour un nouveau prix, celui de Privas. Il y a désormais 3 tiercés par semaine. Le 17, le 18, le 15, le 12, le 11 et le 13. Je vous apprends aussi qu'il y a eu 5 ans de retrait de permis pour avoir tué avec cruauté le chat d'un voisin. Il faut que je vous explique l'histoire parce qu'elle est exemplaire. Il y a beaucoup de peines de substitution comme cela en France. Un électricien de Saint-Florent avait posé un collet pour prendre au piège le chat d'un de ses voisins qui détruisait ses semis. Et puis, une fois l'animal piégé, l'électricien s'était acharné sur lui à coups de fourche avant de l'achever avec un croc de jardin. Et bien, pour tout ça, il a récolté 5 ans de retrait de permis de conduire. Il faut maintenant que nous fassions le point sur le mauvais temps, un mauvais temps qui s'est transformé en inondation. La Seine gonfle beaucoup à Paris, mais c'est surtout dans le sud-ouest que les choses se passent assez mal, du côté de l'Aude et de la Garonne. La carte postale de Carcassonne sous 40 à 50 cm de neige s'estompe maintenant. La vieille cité retrouve petit à petit son aspect traditionnel. Après la neige, ce sont maintenant les inondations qui ont pris la relève, encore que la décrue se soit amorcée depuis ce matin. Il ne pleut plus que par intermittence dans le sud-ouest, mais les pompiers, après être intervenus toute la semaine pour dégager les naufragés de la neige, sont appelés maintenant pour vider l'eau qui noie caves et locaux industriels. 5 jours après la tempête de neige de dimanche dernier, le problème principal reste toujours bien sûr l'alimentation d'électricité de la région. De nombreux villages et hameaux restent encore privés de courant alors qu'on travaille d'arrache-pied pour remettre en service les milliers de poteaux et pylônes endommagés par la neige. Des groupes électrogènes sont bien sûr mis en place, mais la plupart des habitants ne seront normalement approvisionnés qu'au début de la semaine prochaine. Bien, nous regardons les cartes pour demain, pour la météo. Comme vous le voyez, vous allez le découvrir, un temps relativement ensoleillé dans l'ouest et sur le Languedoc-Roussillon, donc plutôt une bonne nouvelle pour le sud-ouest. En revanche, quelques fortes rafales sur le nord et des giboulées sur le reste du pays. Un nouveau magazine à vous présenter, Art Magazine, qui est un hebdomadaire.
Le tout dernier journal sera présenté par Paul Amar vers 22h50. Invité du journal d'Antenne de Midi, demain, les compagnons de la chanson, qui paraît-il font leurs adieux, mais ça fait un petit peu longtemps. Et puis à 20h, comme d'habitude, Léon Zitrone, qui ne fait pas encore ses adieux à la télévision. Et puis je vous retrouve lundi. Au revoir.